Gérard Rioux, je suis salarié de l'Institut de l'élevage, responsable du service économie des filières, service qui réalise de l'analyse de conjoncture et des études de compétitivité, des études sur l'organisation des filières alimentaires et surtout filières herbivores. Alors, le contrat, c'est finalement une forme d'engagement, d'arrangement entre au moins deux personnes, qui peuvent être des personnes civiles, qui peuvent être des personnes morales, et qui dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont souvent, on va dire, un engagement entre des acteurs qui se situent dans deux maillons différents de la filière. Alors, les contrats les plus fréquents, ce sont les contrats de commercialisation. C'est-à-dire qu'un producteur va contracter, c'est-à-dire va avoir l'assurance de pouvoir commercialiser un volume de produits à une échéance plus ou moins précise, avec ou sans un engagement sur le prix. C'est-à-dire que les contrats, la plupart des contrats, ne garantissent pas un prix à la livraison du produit. Ils garantissent quelque part un débouché. Et donc le débouché pour le producteur, c'est quand même une garantie de commercialisation, sans quoi il ne serait pas sûr de pouvoir forcément le vendre au moment voulu. Et pour l'acheteur, ça peut être aussi la garantie d'un approvisionnement. Donc ça, c'est le principal, on va dire, intérêt, principale motivation à organiser et à définir et à signer des contrats. Il y en a d'autres avantages. C'est un deuxième grand avantage, c'est que ça limite ce qu'on appelle les frais de transaction. C'est-à-dire qu'un contrat, on se met d'accord sur une durée donnée, sur des volumes, sur un prix ou des modalités d'évolution du prix, qui peuvent être renégociées, comme dans le secteur laitier, eh bien, plus ou moins régulièrement, c'est-à-dire ça peut être tous les ans, ou ça peut être dès lors qu'il y a un indicateur qui oblige à renégocier, mais ça ne se fait pas tous les 4 matins, et donc ça limite ce qu'on appelle ces frais de transaction. Et un autre avantage, c'est que ça permet d'investir dans le moyen terme, puisqu'on a une assurance quand même de débouchés, et c'est particulièrement vrai dans des secteurs type production laitière, où on a des investissements spécifiques. C'est-à-dire que quand on investit dans une salle de traite, cette salle de traite, on ne va pas pouvoir, avec ça, faire autre chose que de faire du lait. Dans un bâtiment d'élevage, on peut élever des vaches, on peut élever des vaches laitières, des vaches allaitantes, on peut éventuellement abriter des récoltes de foin, mais effectivement, l'usage est très limité. Et du point de vue des transformateurs, il peut y avoir aussi la même exigence, le même souhait, c'est-à-dire d'avoir une certaine visibilité pour pouvoir investir dans ce qu'on appelle les biens spécifiques, des biens d'équipement spécifiques. Oui, alors les clauses, il y a des clauses déjà de durée. Il y a des clauses des clauses commerciales assez classiques, qu'on trouve dans tout contrat. Il y a des clauses on va dire, d'échéance, bien sûr. Il y a des clauses sur la période, le délai avant rupture de contrat. C'est-à-dire, est-ce que c'est en gros 1 an avant, parce que généralement c'est plutôt ça, c'est-à-dire une période au-delà de laquelle on ne peut pas remettre la reconduction. On ne peut pas remettre en cause la reconduction du contrat. Il y a beaucoup de dispositions sur la qualité sanitaire, mais ce sont finalement des acquis qui relèvent de l'histoire, qui sont intégrés là-dedans. Mais il y a surtout 2 grandes variables importantes. C'est une variable volume, c'est-à-dire qu'est-ce que offre l'acheteur en termes de volume, mais qu'est-ce qu'il impose en termes de régularité. Côté volume et côté prix, c'est le prix de référence et puis surtout les modalités d'évolution du prix du lait. Qui, pour ces modalités d'évolution du prix du lait, ne sont pas négociées directement avec l'éleveur laitier.
lorsqu'ils sont négociés, c'est avec l'association d'organisations de producteurs dans laquelle le producteur peut être ou ne pas être d'ailleurs. Et donc c'est cet interlocuteur qui aujourd'hui est, on va dire, mobilisé par le collecteur transformateur pour négocier une formule de prix du lait. Voilà. Il ne faut pas confondre, à mon avis, contrat et économie administrée, par exemple. Le contrat s'inscrit dans l'économie de marché avec la volonté de coordonner, sans pour autant supprimer, entre guillemets, la concurrence, puisque finalement la législation permet à des opérateurs de maillons différents de s'organiser, mais en revanche, la législation sur le droit de la concurrence, elle est quand même beaucoup plus stricte et rigoureuse sur les possibilités d'arrangement d'acteurs qui sont au même niveau. Hein, voyez, donc à la fois ça vise, entre guillemets, à peut-être civiliser l'économie, mais ça ne vise pas à la planifier ou à l'administrer. Voilà. Il y a une variété de contrats, c'est-à-dire que les contrats les plus fréquents, ce sont des contrats de commercialisation, c'est-à-dire qu'un agriculteur a contractualisé et va vendre son produit. Donc il y a un acte commercial de changement de propriétaire. Il y a aussi des contrats dits de production, où il y a toujours un acte de commercialisation, si ce n'est que dans le contrat, souvent l'agriculteur il est obligé d'acheter des intrants bien définis, de suivre un cahier des charges très strict, et finalement il est propriétaire, mais il n'a plus vraiment un grand libre arbitre, c'est-à-dire il accepte de produire un peu sous contrainte forte, hein, même s'il reste propriétaire. Donc c'est encore un acte commercial, mais on n'est plus vraiment dans l'acte de commercialisation un peu classique. Et puis on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a le contrat dit de prestation, ou plus vulgairement, le contrat d'intégration. Et donc c'est une forme de contrat qui est effectivement fréquente dans l'aviculture, également dans la production bovine, production de veau de boucherie, dans lequel finalement l'agriculteur, l'éleveur, n'est pas propriétaire de l'animal qu'il va engraisse, il n'est pas propriétaire des aliments et même parfois des produits médicaux. Simplement, ce qu'il vend, c'est un service, c'est-à-dire il vend son travail et il vend finalement un hébergement, c'est-à-dire qu'il est responsable finalement de l'hébergement des animaux qu'il engraisse. Et il va recevoir une prestation qui est définie en fonction des performances de l'animal, des performances techniques des animaux qui sont produits, mais avec un fixe. Et donc là, on est dans le contrat de prestation. Et enfin, il y a le contrat d'intégration, où là, on est dans une logique de firme, c'est-à-dire qu'il y a un maillon aval ou un maillon amont qui est propriété d'un opérateur qui passe la commande, et à l'intérieur, il y a des prix de cession. Mais il n'y a pas, il peut y avoir formellement des changements de propriété, mais le pilotage, il est quand même complètement... il y a un opérateur qui pilote le tout, et qui est propriétaire à la fois finalement du maillon aval ou amont, et puis qui passe les commandes et qui rachète à un prix qu'il fixe lui-même, ce qu'on appelle un prix de cession. Alors, le principal risque qui existe, c'est notamment dans des contrats qui sont plutôt des contrats de prestation, c'est d'avoir finalement des modes de rémunération qui soient pas forcément très incitatifs, c'est-à-dire finalement qui permettent aux producteurs d'avoir une assurance, mais pas forcément on va dire d'améliorer la productivité ou d'améliorer l'efficacité. Et donc c'est souvent la principale critique qui est émise. Et l'autre critique, c'est que plus le contrat finalement il est contraignant mais aussi sécurisant pour le producteur, il peut permettre à un maillon type transformateur de capter de la rente, c'est-à-dire lorsque par exemple il y a des opportunités importantes, et bien finalement il s'accapare cette plus-value sans la répercuter en amont.
Alors c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la loi Egalim, qui a pour ambition à la fois d'inverser, on va dire, la logique de formation des prix, c'est-à-dire de passer d'une logique un peu de remontée du prix en fonction des marchés, en gros de l'aval vers l'amont, donc d'inverser, c'est-à-dire plutôt d'aller d'une logique de l'amont vers l'aval, en intégrant ces fameuses notions de prix de revient ou de coût de production. Et le deuxième, c'est de sécuriser et de fournir un revenu correct aux producteurs. Donc deux ambitions et aujourd'hui des mises en œuvre plus ou moins laborieuses, puisque dans certains secteurs ça n'a pratiquement pas bougé, en particulier dans le bovin viande, où on est avec finalement très peu de contrats. On est encore essentiellement avec de la vente de gré à gré. Certes, il y a des espèces de contrats moraux, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs d'animaux qui passent régulièrement dans les élevages et qui ont besoin de ces animaux. Mais il n'y a pratiquement rien d'écrit, hormis dans les contrats, on va dire, coopératifs. Et on n'a pas vu forcément d'avancée. Donc, dans ce domaine-là, on a finalement affaire encore à une économie un peu de cueillette, où certes, il y a une offre relativement abondante. Et donc du côté aval, comme il y a cette offre abondante, il n'y a aucune raison de vouloir contractualiser. Et du côté amont, on a affaire à des éleveurs qui, de toute façon, savent qu'ils pourront toujours vendre leurs animaux, pas forcément à la date voulue, puisqu'on a des animaux qui peuvent finalement se stocker sur pied. Et à l'inverse, eh bien en lait de vache, aujourd'hui, dans une, on va dire, une économie laitière de relative abondance, les producteurs ont besoin de sécurité, hein. Ils l'ont exprimé, et en même temps ils ont besoin de sécurité, ils ont l'impression d'être un peu captifs, c'est-à-dire que pendant les quotas laitiers, eh bien, ils avaient finalement un collecteur, et l'État garantissait cette collecte de lait. Depuis la fin des quotas laitiers, il y a des contrats qui ont été imposés, des contrats commerciaux. Donc les éleveurs ont, on va dire, la garantie d'écoulement, mais en même temps, ils ont guère la possibilité de changer, puisque sur une zone de collecte, il n'y a pas forcément d'autres acheteurs qui sont prêts à venir chercher leur lait, dans une situation de relative abondance. Si on était dans une économie laitière on va dire, de relative pénurie, peut-être ça se passerait autrement. Alors, ça n'a pas forcément fondamentalement changé non plus pour les producteurs laitiers de vaches, car on voit toute la difficulté de la mise en œuvre, de l'utilisation des indicateurs, et Dieu sait s'il en existe, à tous les niveaux. À la fois à la production, on a des indicateurs sur le prix des intrants, sur le prix de revient du lait, sur le coût de production, sur même des marges, puisque l'Institut de l'élevage a élaboré une marge milk, sur des indicateurs plus, on va dire, de prix du lait, en France, à l'étranger, des indicateurs d'indice, de prix de vente sortie usine, des indicateurs de prix de vente au détail. Mais finalement, malgré ça, c'est très très laborieux, parce que l'idée de rémunérer, enfin, de négocier des prix qui intègrent un prix de revient du lait autour de l'équivalent de 2 SMIC, eh bien ça passe difficilement. C'est-à-dire certains collecteurs acceptent, mais d'autres pas. D'autres raisonnent plutôt, on va dire, non pas sur un prix de revient de tous les éleveurs français, mais souhaiteraient ne retenir que le prix de revient élaboré par l'Institut de l'élevage dans le cadre des réseaux Inosis, où on a des exploitations qui sont plus performantes. Donc ce qui veut dire un prix de revient plus bas. Vous voyez ? Et puis la question, c'est que en France, le lait produit, eh bien, il s'écoule pour 60% sur le marché français, et il s'écoule pour 40% sous forme de différents produits laitiers à l'export. Export dans l'Union européenne, export vers les pays tiers. Et là,
c'est compliqué d'aller négocier des prix en fonction du prix de revient du producteur français. On est dans une logique de concurrence sur les marchés des commodités. On est aussi dans une logique de valorisation de marque lorsqu'on a des grands opérateurs qui vont vendre des produits laitiers sous la marque Président ou sous la marque Danone. Et donc là, ils ne sont pas forcément prêts à partager les valeurs ajoutées qu'ils obtiennent à l'export. Voyez. Elle est assez essentielle dans le sens où on a affaire à un secteur qui est très exigeant en capital, notamment le secteur, on va dire, de l'élevage, pour lequel, effectivement, la rentabilité est faible, les investissements nécessaires sont importants, et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'installer ou qui veut reprendre une entreprise agricole, s'il n'a pas un minimum de visibilité, il ne va pas vouloir investir. Donc c'est quand même ça. L'autre aspect, c'est qu'on a affaire à des cycles plus ou moins longs et qui fait que l'adaptation de l'offre à la demande, elle est quand même très compliquée. En élevage, elle est d'autant plus compliquée qu'on a affaire à des ruminants à cycle long. Et puis en culture, on est quand même sur un cycle annuel. Alors c'est vrai qu'en culture, je connais moins, mais il existe aussi des contrats. Mais là, les producteurs sont plutôt dans une logique de contrat à terme. C'est-à-dire que finalement, ils vendent au prix spot, lorsque voilà, ils le décident, parce qu'ils ont l'avantage par rapport notamment à des producteurs, à la fois des producteurs de lait ou même des producteurs d'œufs ou de volailles, c'est qu'ils peuvent stocker. Ils peuvent stocker plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, ce risque prix, eux, ils peuvent le couvrir aujourd'hui par des logiques, effectivement, de marché à terme, puisque ces marchés à terme, il y a d'autres opérateurs qui sont prêts à prendre des risques et qui évitent, dans ces cas-là, lorsque l'agriculteur raisonne bien le marché à terme, justement de se couvrir et donc de limiter au moins le risque prix. Alors après, il y a aussi le risque volume, parce que qui dit marché à terme dit aussi des volumes. Donc il faut qu'il arbitre entre volume et prix. Et donc finalement, dans tous les secteurs agricoles, pour les deux raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire à la fois investissement important et rentabilité quand même, on va dire, relativement faible ou médiocre, et cycle de production long, aléas climatiques forts, eh bien, ça incite effectivement à une économie de plus contractualisée, enfin plutôt plus contractualisée. Quand on raisonne à agroécologie, on raisonne effectivement une agriculture qui va être de plus en plus, entre guillemets, réglementée, avec des cahiers des charges qui définissent, qui limitent, qui encadrent les conditions de production. Ce qui peut vouloir dire, effectivement, des coûts supplémentaires. Donc ces coûts supplémentaires, il faut arriver à les faire supporter. D'où l'intérêt ou la possibilité de contractualiser, c'est si dans la filière, en aval, les acteurs sont en capacité de pouvoir négocier la prise en compte de ces coûts supplémentaires, donc de ces cahiers des charges. Et donc, c'est vrai qu'on passe de plus en plus, que ce soit en agrobiologie, même en agriculture conventionnelle, avec des engagements sur les notions de bien-être animal, sur les questions même de rotation, de biodiversité. Et donc là aussi, c'est à chaque fois des couches qu'on ajoute. Et si en face, on n'a pas un minimum ou même encore plus un peu de garantie d'écoulement et de prix, je pense que ça ne va pas le faire, quoi. C'est-à-dire qu'on arrivera très vite dans une impasse.